Bienvenue sur le podcast du programme de recherche Borders and Globalization. Je parle depuis le territoire des peuples Lekwungen, dans la région de la mer Salish. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Grégory Hamez, professeur de géographie et d'aménagement et directeur du Master en Border Studies pour l'Université de Lorraine en France. Ses recherches s'inscrivent principalement dans le champ des Border Studies appliqués aux espaces transfrontaliers de l'Union européenne. Notre interview aujourd'hui portera donc sur les frontières et les espaces transfrontaliers. Je rappelle à notre audience que ce podcast a pour but de réfléchir sur le phénomène des frontières à travers plusieurs disciplines, à mieux connaître leur évolution et transformation, ainsi que la mutation de leur mode d'analyse. Bienvenue, Grégory Hamez. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais avant de commencer, professeur, si vous le voulez bien, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre profil académique ? Qui êtes-vous ? Quels sont vos champs de recherche ? Et pourquoi avoir choisi la frontière ainsi que les espaces transfrontaliers comme objet de recherche scientifique ? Alors, je suis professeur de géographie à l'Université de Lorraine et directeur du centre de recherche en géographie, le LOTER, et aussi responsable du Master en Border Studies. Donc, mon domaine de recherche principal, ce sont ces Border Studies. Et pourquoi l'avoir choisi ? C'est des raisons non scientifiques qui m'ont amené à le choisir, qui sont surtout des raisons du fait que j'ai grandi près d'une frontière. Et voilà, la frontière franco-belge en l'occurrence. Et du coup, j'ai été extrêmement frappé par tous les processus qui pouvaient avoir lieu. Donc, c'était dans les années 1970-1980, de conjonction, de disjonction avec mes cousins belges de l'autre côté de la frontière. Et donc, je suis après allé dans la géographie et mon approche des Border Studies est principalement géographique, c'est-à-dire en prenant en compte que l'espace est important. L'espace est une clé de compréhension, que ce soit l'espace pratiqué, l'espace gouverné, l'espace imaginé. Donc, l'espace d'une part, mais aussi, et ça c'est vraiment un point très important dans mes recherches depuis une quinzaine d'années, c'est l'ouverture interdisciplinaire. Donc, principalement contact avec la sociologie, la linguistique, le droit également, même les sciences de l'information et de la communication, pour comprendre toute la complexité qu'il y a derrière l'objet des frontières. Merci, professeur, pour ce rappel biographique. Entrons maintenant dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. La littérature scientifique et géographique sur les frontières est très variée et abondante. On parle de frontières lignes, de frontières zones, mais aussi de frontières processus. Certains auteurs parlent spécifiquement de fonctions et d'effets de la frontière. Par exemple, l'auteur Claude Raffestin distinguait, selon ses propos, 3 fonctions essentielles: la fonction légale, la fonction fiscale et la fonction de contrôle des frontières. Et dans sa théorie limologique, Raffestin parlait même de 4 méga-fonctions essentielles: la traduction, la régulation, la différenciation et la relation. Donc, comme on le voit, parmi toutes les expressions contenues dans la littérature académique sur les Border Studies, on trouve aussi celle de défonctionnalisation des frontières. Et je me demandais quelle était la signification de cette expression. Est-ce une formule pertinente pour mieux comprendre les frontières dans l'Union européenne et dans le monde ? Alors tout d'abord, merci de rappeler Claude Raffestin et donc ce qu'il a pu apporter aux recherches en Border Studies avant même que le terme de Border Studies existe, puisque Claude Raffestin a été absolument pionnier dans les années 1970 où déjà il parlait de régions transfrontalières, enfin sans les nommer ainsi. Et c'est vrai que c'est dans le sillage de son livre des années 1970 qu'est apparu ce terme de défonctionnalisation. Alors c'est un terme d'une part quand même daté, puisque c'est un moment où, dans le contexte en tout cas de l'Union européenne, il y avait une impression générale qui allait vers une perte de ces fonctions que vous avez rappelées, comme s'il y avait une direction linéaire
forcée, c'est-à-dire d'aller vers cette atténuation de ces fonctions, donc vers une Europe toujours plus intégrée. Ce qui est un temps de l'histoire, mais depuis le début des années 2000, on voit bien que, et là les termes anglais ont pris le devant, entre le debordering, rebordering, overing, etc. Donc on est plus vers une approche dialectique actuellement, et même les crises récentes du Covid ou de l'Ukraine montrent que une même frontière peut connaître ces effets de debordering, rebordering, etc. Donc c'est quand même absolument essentiel de penser en termes de fonction, puisque même dans un espace aussi intégré qu'à l'Union européenne, la fonction fiscale dont parlait Raph Festin demeure absolument essentielle. Donc moi, je vous parle depuis Metz, où on a le Luxembourg à côté. S'il y a un PIB par habitant du Luxembourg à peu près 2 fois supérieur à celui de la région Grand Est en France, c'est à cause de cette fonction fiscale. Donc la fonction fiscale demeure absolument prépondérante. Voilà. Mais pour ce terme de défonctionnalisation, on ne peut que considérer qu'il est daté et, à mon avis, peut-être un peu moins opérant actuellement. Merci, professeur, pour votre réponse et ces clarifications. Avec la guerre en Ukraine et la pandémie du Covid et de ses multiples variantes, l'objet frontière est revenu brutalement au cœur de l'actualité mondiale et européenne. Et on a même pu faire l'expérience de la réinstallation de contrôles aux frontières dans l'Union européenne. Ma seconde question porte sur les relations complexes entre l'Union européenne et les frontières. L'Union européenne apparaît en effet comme un bon laboratoire d'études des transformations des frontières. Justement, à ce propos, quels sont les effets principaux de cette intégration européenne sur les frontières? Et avez-vous, professeur Hamès, des exemples intéressants à partager avec nous? Je ne sais pas s'ils seront intéressants, mais c'est avec plaisir que je les partagerai. D'abord, et peut-être je vous surprendrai, mais j'ai l'impression que l'effet imaginé de l'intégration européenne sur les frontières est peut-être un des plus forts et des plus évidents. Effet imaginé, c'est-à-dire qu'il y a un raccourci sémantique entre l'Union européenne et l'Europe d'une part et les frontières d'autre part. Raccourci sémantique partagé dans les médias, peut-être même dans l'opinion de tout un chacun. Et donc je prendrai quelques exemples qui peuvent paraître du bon sens, enfin qui peuvent paraître assez évidents. C'est par exemple le terme Eurométropole. Si vous regardez à Strasbourg, ça s'appelle désormais Eurométropole. De même que Lille, Courtrai-Tournai, et de même depuis 2022, Metz. Autant dans les 2 premiers exemples, on peut se dire oui, ce sont des métropoles avec une partie quand même de leur espace qui est de l'autre côté de la frontière, alors que Metz, la ville de Metz en France, finalement, il y a la quarantaine de communes autour de Metz et il n'y a pas du tout de continuité transfrontalière de l'autre côté des frontières. Donc c'est vraiment un label, comme l'idée que d'être une grande ville à proximité d'une frontière, on va déclarer cette dimension européenne comme si on avait une aire d'attractivité qui allait au-delà de la frontière, et du coup on avait une stature européenne qui découlerait presque naturellement. Et ce n'est pas critiqué, c'est quelque chose qui est accepté. Donc cet effet imaginé, et d'ailleurs, quand on demande même à tout un chacun par exemple, de dessiner une carte mentale, que deviennent les frontières, pendant très longtemps, et je crois que c'est encore le cas, on aura le dessin d'une barrière douanière ouverte. Donc, cet effet, il est assez indéniable. Mais pour répondre peut-être plus spécifiquement à votre question, à mon avis, c'est avant tout une question d'échelle. Et d'abord, ces effets de l'intégration européenne sur les frontières, on peut les voir à l'échelle locale où il y a eu quand même de très nombreuses réalisations. Les programmes Interreg qui favorisent la coopération transfrontalière et qui la financent existent depuis les années 1990, donc depuis 30 ans maintenant, on a un certain nombre de réalisations. Alors ça peut être des choses très légères, comme des guides touristiques, des sentiers de randonnée. Ça peut être des choses beaucoup plus impressionnantes, comme par exemple un hôpital, comme il y a à Puigcerdà entre la France et l'Espagne. Donc des équipements communs entre universités, entre chambres de commerce et d'industrie. Donc des choses qui peuvent être structurantes aussi pour le territoire. Donc ça, c'est clair, il y a eu des réalisations concrètes. D'ailleurs, qui sont très difficiles à évaluer et à mesurer, puisque ça peut aller dans tous les sens. Dans tous les domaines de la vie. Mais une question qui se pose vraiment, c'est quel serait l'impact à cette échelle locale pour les populations?
Ça paraît peut-être assez évident dans des infrastructures de transport, comme le Jardin des Deux Rives à Strasbourg, qui permet de rejoindre Strasbourg et Kehl, et qui a vraiment une fonction de rencontre entre Français et Allemands donc c'est à la fois un symbole et à la fois des pratiques. Mais sur les populations elles-mêmes et de façon plus large, moi, je m'étais amusé avec l'indicateur de la nuptialité, la nuptialité mixte, pendant ma thèse, et j'avais encore travaillé un petit peu après sur des données, en se disant que si on regardait la part des mariages mixtes, franco-belges, franco-allemands, etc., sur quelques décennies, peut-être qu'on pourrait comme ça deviner la force des interrelations, puisque s'il y a mariage, il y a eu rencontre, il n'y a pas de frein culturel suffisant pour empêcher d'aller jusque-là, donc il y a des lieux de sociabilité, de rencontres, d'échanges, etc. Et même si on se marie de moins en moins, a priori, entre les pays européens, il n'y a pas de mariage blanc, si je puis dire, ou d'intérêt à contourner la loi pour se marier. La pratique de l'union libre est la même. Donc finalement, la part de mariage mixte sur l'ensemble des mariages était un indicateur intéressant. Et donc toujours à cette échelle locale, ce que j'ai trouvé très intéressant, donc j'avais fait du terrain à la frontière franco-belge, c'est de voir que sur 50 ans, de 1950 à 2000, finalement, c'était très constant. Donc, dans les communes wallonnes belges, il y avait toujours des taux importants, peut-être 20 à 25% des mariages par an qui étaient franco-belges. Donc, vraiment, mais pas plus finalement. Pas plus avec l'intégration européenne. Toujours quelque chose de constant et fort. Et ce qui décroissait beaucoup plus fort quand on s'éloignait de la frontière. En revanche, entre la France et la Flandre, donc là où il y a une rupture linguistique, les mariages étaient de moins en moins forts, et ce qui s'interprète très facilement avec le développement d'un unilinguisme français côté français et flamand-néerlandais côté Flandre-belge. Et donc, c'était assez intéressant de voir que à une frontière, même si on a cette ouverture et cette intégration européenne, finalement, d'autres éléments pouvaient jouer, enfin pour parler de ces relations. Et inversement, donc ça c'était à cette échelle locale, mais à l'échelle globale, donc quand j'ai regardé cette nuptialité, elle est croissante à l'échelle de toute la France comme à l'échelle de toute la Belgique. Et c'est la même chose pour les nuptialités franco-allemandes, franco-britanniques qui faisaient partie de l'Union européenne à l'époque. Et donc finalement, cet effet, pour répondre à votre question sur l'effet de l'intégration européenne sur les frontières, les frontières sont plus poreuses à cette échelle globale. Finalement, s'il y a un effet, c'est plus à cette échelle globale. On va plus trouver de mariages franco-allemands ou franco-belges ou que sais-je dans le Limousin ou au cœur de l'Allemagne, si j'extrapole, alors qu'il y en aura toujours de façon constante aux frontières françaises, localement. Merci, professeur Hamez. Oui, les effets de l'intégration européenne sur les frontières sont un sujet complexe et qu'on peut sonder par divers indicateurs, comme vous avez parlé de cet indicateur de nuptialité. En tout cas, merci pour ces exemples très concrets et très intéressants. L'Europe est un espace politique où effectivement existent de nombreuses expériences de coopération transfrontalière. Coopération transfrontalière qui ont pour caractéristique de transcender l'aspect barrière des frontières. Et on sait évidemment que ce n'est pas évident. Il faut plusieurs conditions, notamment la volonté et la confiance politique, l'outillage juridique et administratif, les conditions de financement, etc. Depuis les travaux du Conseil de l'Europe et de la Convention cadre de Madrid de 1980, le phénomène de coopération transfrontalière s'est largement accentué et institutionnalisé, grâce aussi au soutien de l'Union européenne, comme vous avez dit, notamment grâce à l'appui financier des fonds Interreg, mais aussi grâce à l'appui des droits nationaux et des traités internationaux. Mon interrogation porte sur les effets de cette coopération transfrontalière cette fois-ci. Est-ce que la coopération transfrontalière participe à la construction d'espaces transfrontaliers? Et peut-on dire que de réelles régions transfrontalières fonctionnelles sont en voie d'émergence en Europe?
Merci pour cette question. Je trouve d'autant plus intéressante venant du Canada que quand moi on me parle de région transfrontalière fonctionnelle, tout de suite je vais penser à la région autour de Detroit, donc entre le Canada et les États-Unis, où il y a une véritable complémentarité dans les fonctions économiques. Et c'est véritablement le domaine économique qui impulse cette coopération, puisque je crois les décideurs municipaux ou autres ne sont pas du tout là-dedans. Ce sont vraiment des clubs de patronat qui sont au départ. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être qu'une région transfrontalière fonctionnelle dans le cadre européen que je maîtrise un peu plus? J'y verrais déjà une complémentarité des fonctions économiques. Donc peut-être, suivant cet exemple Canada-États-Unis, donc pourquoi pas des chaînes de production qui seraient à cheval des deux côtés des frontières. Aussi une gouvernance commune, l'existence de structures de gouvernance partagées, et surtout, que ce soit de l'espace transfrontalier ou dans une région transfrontalière fonctionnelle, un sentiment d'appartenance commun, et que les populations puissent se retrouver dans une identité qui soit au-delà de leur région nationale. Alors, si on prend cette catégorisation, s'il y a de telles régions en Europe, ce serait très rare. En tout cas, la grande région, celle qu'on appelle la grande région dans laquelle je suis, c'est-à-dire autour du Luxembourg, les deux Länder allemands, la région wallonne et la Lorraine du Grand Est en France, pour moi, ce n'est pas une région transfrontalière fonctionnelle, puisqu'on a des effets de différence. Avant tout, les motifs principaux de traverser des frontières, c'est surtout vers le Luxembourg, parce qu'il y a des différences de richesse extrêmement fortes, parce que le Luxembourg joue avec des différentiels fiscaux, très bien, mais la métropolisation du Luxembourg reste limitée aux frontières du Luxembourg. Contrairement à la métropolisation, par exemple, autour de Genève, où on peut avoir des entreprises suisses ou autres qui sont de part et d'autre de la frontière franco-genevoise, ce n'est pas le cas avec le Luxembourg. L'attractivité n'est que à l'intérieur. Il y a un intérêt fiscal à l'être dans le Grand-Duché et pas ailleurs. Donc on est vraiment dans des effets de domination finalement, d'un point de vue économique. C'est à mon avis pas le cas dans l'espace du Rhin supérieur, où j'ai l'impression que, mais je ne suis pas spécialiste donc je ne m'aventurerai pas, mais en tout cas les quelques analyses que j'ai faites montrent qu'il y aurait une complémentarité économique plus forte de part et d'autre du Rhin supérieur, et peut-être aussi ce que je trouve intéressant, c'est une pratique dans le Rhin supérieur qui est que dans les différentes municipalités, très souvent, il y a une personne recrutée qui vient de l'autre pays. Donc, il y a du coup une connaissance du système allemand quand on est en Alsace et du système alsacien quand on est en Allemagne, et qui aide comme ça à ce qu'il y ait une synergie un peu plus forte. D'accord, alors merci d'avoir donné ces précisions et cette analyse comparative entre les régions transfrontalières fonctionnelles concrètes, on va dire, entre les États-Unis et le Canada, et le manque, justement, de régions transfrontalières fonctionnelles en Europe, comme vous avez dit, avec cet exemple de la grande région centrée autour du Luxembourg. En tout cas, merci professeur Hamès pour ces précisions très intéressantes. Si on rentre plus dans le détail des processus de concrétisation de ces espaces transfrontaliers, bon, avec l'exemple du Luxembourg, on voit que ce n'est pas évident. Mais comment pourrait se mesurer le degré de construction ou de cohésion de ces espaces transfrontaliers ou de régions transfrontalières? Quels sont les types d'indicateurs de pratiques spatiales qu'on pourrait mobiliser pour sonder justement ce degré de cohésion de ces espaces ou régions transfrontalières émergents? Est-ce qu'on doit faire plutôt appel à des données quantitatives ou qualitatives? Quelle est votre analyse sur la question? Alors, très, très, très vaste question. Juste pour répondre à quelques bribes, j'ai l'impression que, comme là, on est dans un domaine d'une très grande complexité, il ne faut pas se limiter à un jeu de données, et le quantitatif et le qualitatif ont toute leur place, chacun. Alors, d'un point de vue quantitatif, il y a toutes les enquêtes de sociabilité qui peuvent être assez intéressantes, avec des problèmes d'accessibilité à ces données.
puisque par exemple, pour ces données sur la nuptialité, je n'ai pas pu accéder aux jeux de données par commune française, puisque la loi informatique et liberté empêche la divulgation. Et c'est grâce à un travail de terrain, commune par commune, dans chaque registre municipal côté belge, que j'ai pu avancer. Donc, ces données sur la sociabilité seraient une très bonne base, mais peut-être aussi, certes d'un point de vue démographique, mais aussi peut-être sur les échanges scolaires. Tout ce qui peut être échange entre les populations. Et y a-t-il une pratique de passer quelques jours dans le pays voisin, la fréquentation qu'il peut y avoir de part et d'autre. Après, on pourrait aussi imaginer des enquêtes sur l'identification des habitants. À quoi s'identifie-t-il? Il y en a eu, du coup, dans cette grande région qui indiquait cette différence, enfin le fait que cette grande région est extrêmement importante puisque la Wallonie va jusqu'à Bruxelles et même jusqu'à Lille. Et les enquêtes qui ont existé ont montré que finalement c'est au cœur de cette grande région, donc entre les villes de Luxembourg, Metz et Sarrebruck, qu'il peut y avoir quand même un sentiment commun partagé peut-être un peu plus fort qu'ailleurs. Mais comme vous le disiez, les données qualitatives, ça serait absolument nécessaire. Et par exemple, sur les systèmes de gouvernance et de budget, qui décide et quelle est la part de l'argent mis en commun pour les projets éventuellement partagés. Et ça, c'est bien sûr le nerf de la guerre. Et c'est par exemple, la gouvernance, si on compare la gouvernance de la grande région et celle du Rhin supérieur, ou même celle autour de Genève, les modèles sont extrêmement différents. Et donc ça aussi, ça peut être une façon de mesurer. C'est le degré de volonté de vivre ensemble finalement. Et après, un problème auquel très vite on fait face, c'est la très grande diversité de chaque région transfrontalière. Parce que cet indicateur dont je vous parlais de la pratique un peu généralisée en Alsace de recruter un administrateur venant de l'autre côté de la frontière, c'est propre à l'Alsace. Mais ça ne veut pas dire que on ne le trouve pas ailleurs, il y aurait moins de relations. Donc, c'est un souci scientifique de base, enfin si je puis dire, pour les questions sur les border studies, qui est de faire la part des choses entre des études systématiques et des monographies qui restent assez indispensables pour comprendre ce qui se passe. Perfect, parfait, Monsieur Hamez. C'est très intéressant de comprendre qu'on peut quand même tenter la mesure de construction de cohésion de ces régions transfrontalières par les divers indicateurs que vous nous avez fait le plaisir de partager avec nous. Passons à la prochaine question, si vous le voulez bien, et en rebondissant sur vos propos et en lien avec cette idée de défonctionnalisation des frontières qu'on a évoquée au début de ce podcast, et vous en avez parlé un peu juste avant, peut-on imaginer un indice de porosité des frontières ou une grille d'analyse qui permettrait de sonder la transparence des frontières internationales? Vous avez parlé de frontières poreuses. Est-ce qu'on peut imaginer une méthode qui permettrait de mieux comprendre ou de mieux cerner le degré de porosité des frontières ou le degré d'effacement des frontières, même si les délimitations sont toujours là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet aspect? Alors, je suis assez gêné par ce mot de porosité qui peut être ambigu. Par exemple, en ce moment, entre la France et le Luxembourg, il y a 100 000 frontaliers français qui traversent quotidiennement la frontière. Donc on pourrait se dire on est dans une porosité assez maximale. Mais cette porosité ne veut pas dire intégration. Cette porosité veut dire différence. Et cette porosité ne veut pas dire nous sommes en Europe, c'est facile, on peut bouger. J'adore rappeler, par exemple, sur la frontière franco-belge, il y a eu un âge d'or du travail frontalier qui a commencé dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui s'est terminé dans l'entre-deux-guerres. Et donc, il y avait de la même façon des dizaines de milliers de Belges qui venaient en France, mais ils venaient pas parce que la frontière était ouverte, elle ne l'était pas, parce qu'il y avait des différences fiscales qui faisaient que les industries se localisaient côté français et utilisaient une main-d'œuvre belge.
On n'en est pas là, bien sûr, puisque on a mais enfin, la différence fiscale reste le motif principal de traverser les frontières. Donc, certes, il y a porosité, il y a aussi porosité des capitaux en Europe. Et donc, c'est ce qui explique aussi ce succès économique du Luxembourg. Mais donc, cette porosité, il faut la qualifier. Excellent. Merci de cette précision et de cette méthode d'analyse du degré de porosité des frontières qui, comme vous l'avez dit, il faut mieux la qualifier car c'est un terme très ambigu et qui ne reflète pas nécessairement la réalité du terrain. Au-delà de ces coopérations transfrontalières qu'on voit tout autour des frontières de la France notamment, mais aussi en Europe, certains auteurs parlent de, et vous l'avez évoqué, gouvernance transfrontalière. Ma question porte sur la relation entre le système de gouvernance et les capacités d'aménagement de l'espace transfrontalier. Vous avez parlé aussi de grandes infrastructures comme les infrastructures de transport. Mais à quels défis sont confrontées ces structures de gouvernance transfrontalière en termes d'aménagement d'un territoire qui chevaucherait chaque partie des États nationaux? Et dans quelle mesure une telle gouvernance serait profitable pour l'aménagement d'un espace transfrontalier ou plus largement transnational? Alors, merci encore pour cette question qui extrêmement pointue et précise et intéressante. Et si vous permettez que je la recontextualise, la question se pose peut-être d'autant plus dans le cadre de l'Union européenne qu'il y a certaines directives et certaines lois, ou en tout cas de prédispositions qui ont force de loi, qui s'appliquent à tous les États membres, que ce soit sur la protection de la biodiversité, que ce soit, par exemple, depuis 2011, l'Union européenne a donné un cadre, un objectif d'arriver à zéro artificialisation nette des sols à l'horizon 2050. Donc, ce ne sont que deux exemples parmi de très nombreux autres. Il y a comme ça des impératifs d'aménagement qui s'imposent partout en Europe. Donc, on pourrait se dire, mais c'est parfait, cela va aider pour trouver des solutions ou peut-être des façons d'aménager le territoire ou de l'urbaniser ou de régler l'urbanisme de façon cohérente aux frontières. Le problème, c'est que qui dit aménagement dit compétence. Qui va aménager, qui peut aménager. Et actuellement, dans l'Union européenne, nous en sommes toujours à la souveraineté nationale. Il y a les lois qui s'appliquent et on ne va pas accepter que quelqu'un d'un autre pays, quelle que soit sa bonne volonté, vienne décider ce qui se passe de l'autre côté du territoire. Donc, il y a à la fois des enjeux, des besoins qui sont transnationaux et même qui dépassent bien sûr les frontières de l'Europe. Il y a des disjonctions des systèmes d'aménagement, des cultures d'aménagement, des procédures d'aménagement. Culture parce que, par exemple, en France, nous avons un système pour l'aménagement commercial qui finalement s'avère assez permissif, dans le sens où si vous voulez créer une zone commerciale et accueillir des équipements, la commission qui s'en occupe s'appelle le CDAC, Commission départementale de l'aménagement commercial, et qui est en fait composée en grande partie d'élus qui, en général, ne vont pas se poser de problème les uns les autres. Et donc, si l'expérience montre que si un projet d'aménagement commercial ne passe pas une certaine année, il passera l'année d'après. Donc finalement, on a un grignotage de l'espace à des fins commerciales qui est assez généralisé. Ce qui est complètement différent en Allemagne et encore différent suivant les Länder. Chaque région allemande a sa façon de faire et en tout cas qui est beaucoup plus draconienne. Et donc le fait de ne pas contredire le plan supérieur est une réalité beaucoup plus évidente, en tout cas dans les deux régions allemandes ici en face. À partir de là, comment faire? Voilà. Donc, la question se pose et je crois que tout le monde est convaincu. Si on veut améliorer la biodiversité en Europe, mais il faut aussi que dans ces zones de contact transfrontalier, on ait des solutions. Mais actuellement, on n'a pas ces systèmes de gouvernance peut-être qui permettraient de l'imposer. Mais en tout cas, il faut à tout prix y travailler puisque c'est un enjeu d'avenir pour les 50 années qui viennent.
Merci pour ce message d'espoir. Et il est vrai que ces systèmes de gouvernance transfrontalière sont à la fois difficiles à penser, difficiles à comprendre et difficiles à mettre en œuvre, comme vous l'avez parfaitement signalé. Tout au long de cette interview, professeur Hamez, nous avons pu voir que les frontières finalement persistent en tant que délimitation de territoire des États souverains. Mais en même temps, vous l'avez aussi dit, de nombreux progrès ont contribué à déconstruire leur effet de barrière. Ma dernière question porte sur la complexité des frontières. Les frontières sont tantôt saisies comme des délimitations, tantôt comme des processus de contrôle, tantôt comme des barrières sélectives au flux, ou aussi des interfaces entre systèmes différents. Bref, peut-on dire finalement que les frontières sont des objets complexes à géographie et géométrie variable? C'est une très belle expression. Et en effet, cette complexité, on la sent, cette géographie variable aussi au niveau des échelles spatiales, puisque ce qui se passe aux frontières, bien sûr, il y a des questions très locales. Et la percolation, les relations les plus fortes, on va les trouver à quelques kilomètres des frontières, même si à 50 kilomètres, il se passe encore des choses. Donc certes, l'espace compte, mais surtout, ce qui est intéressant, je trouve, quand on travaille sur les frontières, on pourrait se dire qu'on est à la marge finalement. On n'est pas dans le mainstream, on est dans des choses un petit peu à l'extérieur. Mais non, pas du tout. Ce qu'on voit aux frontières nous renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur. Et finalement, travailler sur les frontières dans l'Union européenne, sur les frontières entre États membres, ça nous en dit long sur ce qu'est l'intégration européenne, sur le niveau d'arrivée. Et quand on regarde par rapport au reste du monde, finalement, l'Union européenne est une anomalie. Ça ne devrait pas exister. On est dans un état de relations incroyables aux frontières. Et beaucoup seraient jaloux. Mais en même temps, on voit que les États demeurent la clé de décision sur ce qui se passe aux frontières. Et donc, il y a encore la route est longue avant d'arriver à des relations beaucoup plus apaisées, sereines, harmonieuses aux frontières. Professeur Hamez, merci pour toutes ces réponses très instructives et très intéressantes. Et je vous pose la dernière question. Souhaitez-vous rajouter un mot final sur l'intérêt des Border Studies pour d'éventuels étudiants ou chercheurs qui seraient très intéressés de venir travailler aux frontières européennes à l'intérieur ou aux frontières extérieures? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour convaincre, motiver, intéresser d'éventuels étudiants, d'éventuels chercheurs? J'ai l'impression qu'en travaillant sur les frontières, on travaille sur la société dans son ensemble et voir le monde. Actuellement, quand on regarde ce qui se passe aux frontières, on voit des flux de migrants aussi, qui viennent certes d'Ukraine, qui viennent du monde entier, d'Afghanistan, etc. Donc, les frontières, on prend comme ça un petit objet géographique qui est familier à tout le monde, on les voit sur les cartes. On part d'une chose qui a l'air peut-être assez anecdotique, mais finalement, ce qui se passe là, c'est le monde entier. Donc voilà, c'est l'intérêt que je trouve à ce domaine d'études. Professeur Hamez, merci pour votre participation à notre podcast. Ce fut un échange intense de nouvelles idées, de nouvelles analyses et aussi des nouvelles critiques. Ce fut très intéressant et très enrichissant. Merci encore. C'était le podcast Borders in Globalization. Nous étions aujourd'hui en compagnie du professeur Grégory Hamez, professeur à l'Université de Lorraine en France. Notre thème de discussion était les frontières et les espaces transfrontaliers. Merci, professeur. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour votre attention et rendez-vous bientôt pour le prochain interview. Bye bye.